Les remparts entourant le donjon et le village de Sainte-Suzanne dominent la vallée depuis le XIe siècle. Dès 1063, son seigneur, Hubert II de Beaumont, s'opposa aux prétentions de Guillaume, le bâtard de Normandie, sur le comté du Maine. 20 ans plus tard, Guillaume, devenu le conquérant roi d'Angleterre, lui fit subir 3 sièges successifs, jusqu'en 1087. Hubert s'enferma avec femmes, enfants, soldats et villageois dans le donjon conçu comme ceux de Falaise, Loches ou Domfront. Plusieurs pièces sur 3 niveaux lui permirent de tenir 4 années. Le siège de Sainte-Suzanne fut laborieux pour les Anglo-Normands, installés au camp de Bugey. Et ils n'arrivèrent finalement pas à prendre la forteresse. Le chroniqueur Orderic Vital, né en 1075, nous décrit le siège. Le roi ne put investir le château de Sainte-Suzanne, rendu inaccessible par les rochers et l'épaisseur des vignes qui l'entouraient. Ni tenir l'ennemi suffisamment enfermé parce que ce dernier contre-attaquait hardiment et disposait de nombreuses issues. En 1087, une alliance est négociée entre Guillaume et Hubert. Guillaume, qui décédera cette même année, restitue ses biens à Hubert. Et Hubert devient l'allié des Anglais. Sainte-Suzanne retrouve la paix et est citée comme la seule forteresse que Guillaume le Conquérant ne parvint jamais à prendre. La forteresse militaire se développe jusqu'au XIVe siècle. Pendant la plus grande partie de la guerre de Cent Ans, la place est aux mains des Français. Mais le 10 août 1425, Thomas Montaigu, comte de Salisbury, installe son armée au tertre de Galles et utilise l'artillerie nouvellement importée d'Italie pour détruire les remparts. Sainte-Suzanne reste anglaise pendant 14 ans. La ville est enfin reprise après diverses tentatives par Jean V de Vieille. Grâce à la complicité d'un soldat anglais, John Ferryman, amoureux d'une Suzannaise. Il ouvrit une des poternes dans les remparts pour laisser entrer les Français. Surnommé le fléau des Anglais, compagnon de Jeanne d'Arc et du roi Charles VII, Jean, protégé du roi, se sent bien dans la ville et ne le rend pas son propriétaire, la famille d'Alençon. Ce n'est finalement qu'en 1447 que la duchesse d'Alençon récupère son bien. Car au décès de Charles VII, Louis XI destitua la plupart des officiers et conseillers proches de son père. La paix s'installe dans une région dévastée. En 1526, on reconstruit l'église. Mais en 1572, la cité revient en héritage au grand-père protestant du futur Henri IV. Et voilà Sainte-Suzanne assiégée pendant les guerres de religion. Par Urbain de Montmorency-Laval, seigneur de Sablé. C'est un proche du parti catholique du gouverneur de Bretagne, le duc de Mercœur. Il détruit la poudrière et une partie des remparts, avant de livrer la cité à Henri IV, devenu roi catholique. En 1604, Guillaume Fouquet de la Varenne, premier conseiller du roi Henri IV,
achète les ruines de la forteresse à la reine Marguerite de Valois, la reine Margot, et y fait construire un château plus moderne. Mais l'assassinat d'Henri IV en 1610 écarte Fouquet de son rôle de conseiller privé du roi et arrête les travaux du nouveau château. En juin 1591, le sieur Boiteau, qui était procureur fiscal de la baronnie, devient procureur du roi. C'est un officier royal ayant le titre de conseiller du roi. On construit une maison dédiée à sa fonction. Il est assisté de contrôleurs, greffiers, huissiers et receveurs. Et, en 1624, baillis et prévôts viennent étoffer le système judiciaire et pénal. Et pour finir, en 1640, un lieutenant de maréchaussée est nommé. Outre les officiers administratifs et leurs familles, la ville accueille notaires, hommes de loi et médecins. Mais aussi de plus en plus de commerçants et d'artisans. Chirurgiens barbiers, aubergistes, orfèvres, enlumineurs, tisserands, drapiers et merciers, etc., etc. Les faubourgs près de la rivière s'agrandissent également. Meuniers, tanneurs et papetiers prospèrent. La population augmentant, des maisons neuves sont construites à la place des bâtisses du Moyen Âge. En 1661, des foires et des marchés sont créés par lettre patente de Louis XIV. Un grenier à sel est créé avec une serrure à 3 clés en 1725, nécessitant la présence de 3 magistrats à l'ouverture et à la fermeture. Et pour traquer les contrebandiers du sel, les fauçonniers, il faut aussi plus de gendarmes. Car on est proche de la Bretagne, où la gabelle, taxe sur le sel, n'existe pas. Quand dans le Maine, pays de grande gabelle, un minot, environ 50 kg, valait 55 à 60 livres, il ne valait que 2 à 3 livres sur l'autre rive de la Vilaine, en Bretagne, pays franc. Ce qui explique la motivation des dits contrebandiers. D'ailleurs, en 1789, le cahier de doléances envoyé aux États généraux demande surtout l'abolition de la taxe sur le sel, cette fameuse gabelle. Après un froid hivernal qui gela la rivière et bloqua les papeteries et les moulins, le calme règne dans un premier temps, après la prise de la Bastille. Puis, en octobre, la population pille le grenier à sel. Après la période napoléonienne assez bien acceptée, la Restauration fut subie par les habitants, recevant les royalistes avec un morne silence et une tristesse marquée. Les années 1830-1850, lors de la monarchie de Juillet, sont marquées par le déclin économique, fermeture des papeteries, tanneries, etc., alors que la ville n'a jamais été aussi peuplée. Par contre, les 8 foires annuelles, les marchés hebdomadaires et le commerce se portent bien. La prospérité économique des nantis revient vers le milieu du XIXe siècle, tout en laissant la classe ouvrière dans la misère.
Les ardeurs guerrières de Napoléon III vont amener les Uhlans de la coalition allemande à occuper la commune du 15 au 31 janvier 1871. Les Prussiens réquisitionnent habitations, vivres et fourrages. Suzanais sont morts pour la France lors de la guerre de 14-18. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Suzanne est libérée les 6 et 7 août 1944 par la 90e division d'infanterie américaine. Après une série de ventes, le château est délaissé et n'est plus entretenu. Le débroussaillage de la colline, du château et des remparts commence en 1965. Plus de 40 Suzanais bénévoles entreprennent et réussissent ce sauvetage. En 1980, son dernier propriétaire, Arnaud de Vitry, offre le château à la commune, à condition qu'elle l'utilise à des fins culturelles. Il appartient aujourd'hui au département de la Mayenne.